Bienvenue dans un tout nouvel épisode Santé et bien-être, le podcast d'Aesio Santé. Dans le précédent épisode, le docteur Yves Jaffon, pédopsychiatre, abordait la dépression et ses nombreuses facettes. Aujourd'hui, nous approfondissons ce sujet en se concentrant sur la dépression chez les jeunes. Les réponses apportées vous permettront de mieux prendre soin de vous et de votre santé. Notre expert invité nous partagera des informations et les alertes liées à ce sujet à ne pas négliger. Bonjour Dr Jaffon et merci d'avoir répondu à cette nouvelle invitation. On observe de plus en plus de cas de jeunes qui présentent des signes inquiétants. Partagez-vous ce constat ? Donc en tant que pédopsychiatre, je dois dire que je suis inquiet sur ce qui émerge actuellement comme pathologie que nous ne connaissions pas il y a 15 ans de cela, avec le recul qu'un 20 ans. C'est ce qu'on appelle les schizotypies de l'enfant et de l'adolescent, qui déchaînent les chroniques actuellement. Tous les jours, on entend des jeunes de 14-15 ans qui vont s'entretuer à coups de couteau. Et voilà. Bon, donc on essaie d'analyser les pédopsychiatres, qu'est-ce qui se passe. Et nous avons repéré que le syndrome qu'on appelle un peu de schizophrénie qui existait à l'âge d'adulte, que nous connaissions au niveau de la décompensation de l'adolescent, que tout le monde est au courant, que les adolescents peuvent parfois décompenser gravement, pour un pourcentage élevé dans certaines facultés d'ailleurs, lettres, droit, un pourcentage on le sait, de 5 à 6%, 7% dans ces facultés de bouffer des liens schizophréniques. Tout le monde est au courant, tout le monde est confronté autour de lui à cette pathologie-là. Bon. Maintenant, malheureusement, on est en train de constater que cette pathologie qui existait auparavant que sur les jeunes de 18, 19, 20 ans, malheureusement, on voit des enfants qui présentent, dès l'âge de 4 à 5 ans, des troubles qui nécessitent réellement une prise en charge. Ce sont ce qu'on appelle les syndromes schizotypiques de l'enfant. Merci Dr Jaffon pour cette réponse claire. Et quels sont les signes qui doivent nous alerter ? Et ça commence assez tôt malheureusement, c'est-à-dire ce sont des épisodes qui sont aigus et subaigus, avec qu'est-ce qui caractérise une grande dissociation qu'on appelle. Ils sont dissociés, ils sont discordants, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas cohérents dans leur discours. Ils commencent à être dissociés. Ils ont des angoisses extrêmement importantes, avec un important retrait de la vie, très tôt, à 5-6 ans. Hein. Ils sont désorganisés total au niveau de leur vie mentale et surtout dans leur capacité adaptative. Ce sont ces enfants qui posent problème déjà à l'école, de gros problèmes. Hein, voilà. Donc, il y a des idées de persécution très fréquentes et surtout, ce qu'on trouve chez ces enfants-là, des phobies, beaucoup de phobies. Ils ont des tas de phobies, voilà, bon, ouais, et ils ont des troubles sur l'image de leur corps, sur leur manifestation corporelle. Alors c'est vrai que tout ça, ça doit inquiéter, mais si c'est pris en charge assez tôt, si les enfants sont orientés vers une prise en charge à ce moment-là, ces enfants peuvent évoluer très favorablement. C'est pour ça que quand on parle de schizotypie de l'enfant, ça ne veut pas dire qu'ils sont schizophrènes définitivement. Ils ont des troubles de type schizotypique qui peuvent évoluer s'il y a une prise en charge globale de l'enfant et de la famille. Alors après, beaucoup plus important maintenant sont ce qu'on appelle les troubles de l'adolescent. Alors c'est ce qu'on voit de plus en plus. Alors, les adolescents, il faut faire attention, ils demandent les grands-parents, les parents, d'avoir l'œil sur l'adolescent qui présente des signes négatifs déjà, d'accord ? C'est-à-dire un repli, avec une réduction de l'attention. Marc, alors, vous me direz que l'adolescence, c'est souvent ça, la crise d'adolescence. Mais là, c'est vraiment une grande réduction de l'attention. Ils ont des grandes difficultés de concentration. Voilà. Du coup, ça entraîne des retards scolaires, des problèmes scolaires.
Il n'y a pas de désir, c'est comme ça qu'on peut explorer l'affaire. Notion de désir, pas de motivation réelle, et tout ça, ça entraîne un retrait social et un isolement. Donc il faut faire attention. Ils peuvent réagir de manière irritable avec de la violence et des discours qui sont assez désaffectivés, avec des idées bizarres et quand même des éléments de mégalomanie. Alors, ça nécessite une interrogation. Les parents, les grands-parents doivent pouvoir effectivement s'interroger et amener effectivement à ce que cet adolescent puisse être pris en charge, tout simplement. Parce qu'il y a pas mal de gestes suicidaires aussi chez eux, d'ailleurs, les services d'urgence le savent, tout ça. Alors, il y a un élément qui est important, c'est celui de l'anxiété constante. Elle est envahissante, c'est une angoisse massive, indicible, c'est comme ça qu'on l'a dit. Ils n'arrivent pas à mettre des mots, c'est une angoisse indicible. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça entraîne? Des gros troubles dans les conduites sociales. Ma foi, je ne vais pas vous faire un dessin sur ce qui se passe actuellement dans la société, avec des irruptions très violentes, de passage à l'acte incontrôlable, des activités projectives massives peuvent se projeter brutalement sur une personne et puis la tuer par passage à l'acte violent, impulsif et tout ça. C'est vrai qu'à côté, qu'est-ce qu'on regarde? On voit des actes violents, hétéros ou auto-agressifs. Voilà. Et puis surtout, effectivement, il y a très très souvent une absorption de drogue et d'alcool. Voilà, donc là, ça devient déjà un état dépressif sévère de l'adolescent qui nécessite effectivement une prise en charge. Merci beaucoup pour cette réponse très approfondie, docteur. Enfin, avant de terminer cet épisode, quels conseils donneriez-vous? Les conseils, en tant que pédopsychiatre autour des problèmes des enfants et des adolescents, je serais tenté de dire que nous, les pédopsychiatres, nous sommes effectivement interrogés par les mécanismes de déni du milieu familial vis-à-vis de la souffrance de l'enfant et de l'adolescent. C'est-à-dire que le milieu familial ne veut pas voir. Il dénie les troubles. L'environnement va être pris dans le déni, ils ne vont pas voir. Le médecin généraliste peut être pris dans le même déni. Ils banalisent, ils ne veulent pas voir. Et ça, c'est l'élément central de la question du déni. C'est-à-dire qu'il faut être capable de casser le déni. Il peut y avoir dans une famille lorsqu'un enfant est souffrant. Parfois, il faut espérer que le généraliste a repéré tout ça et va être capable de casser le déni de la famille, qui n'est pas facile à casser, vous le savez bien, mais c'est l'axe de travail. Et que si la famille continue à dénier, l'adolescent sera dans l'obligation, pour briser le déni, de passer à l'acte. Et souvent, le passage à l'acte de l'adolescent pour briser le déni de la famille, c'est d'aller chercher la loi. C'est-à-dire, il fera un passage à l'acte qui impliquera obligatoirement l'arrivée de la loi, la police, le juge. Et à ce moment-là, il y a l'interpellation de la famille qui vient par la police sur l'acte de l'ado et du juge qui arrive là pour briser le déni de la famille. Nous vous remercions, Dr Fréjafond, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Nous terminons cet épisode en vous remerciant de votre écoute. Nous vous encourageons à suivre ces conseils pour améliorer votre bien-être. Prenez action dès aujourd'hui pour une bonne santé. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos futurs épisodes qui exploreront d'autres facettes de la santé et du bien-être. Si vous avez aimé cet épisode, faites-le savoir en le partageant à vos proches pour qu'ils puissent eux aussi profiter de ces informations précieuses. C'était Santé et Bien-être, le podcast d'Aesio Santé. Merci.